Et la reprise de cette route en solitaire avait en gros deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'était de me diriger vers le Cap Nord, sans nécessairement aller vraiment au Cap Nord lui-même, mais on va dire de m'évader vers les espaces arctiques. Je pense que c'était l'objectif essentiel. Puis il y avait un deuxième objectif qui était de me diriger vers les îles Lofoten, parce que j'avais entendu beaucoup de bien de ces îles et je voulais aussi revenir en passant à cet endroit où on serait à l'évidence allé, Isabelle et moi, si on était passé pas loin. Donc c'était, on va dire, la dernière étape importante pour moi de ce voyage, après quoi le retour presque direct vers l'Europe du Nord et la France ne représenterait plus qu'un intérêt très marginal. En fait, ce serait plus spécifiquement psychologique, puisque là, il s'agirait de terminer le voyage, ce qui est une autre fonction, en fait, nécessaire de cette boucle de retour. Mais les deux objectifs principaux, c'était le Grand Nord, on va dire, et les Lofoten. Donc, je vais parler de ces deux en succession. La première chose, donc, c'était cette évasion vers le Grand Nord. Et donc, ça a commencé par des paysages, ce que j'ai vu jour après jour, des paysages assez mornes par certains côtés, mais qui se modifiaient aussi. Donc, des forêts, des grandes forêts de conifères qui, d'un vert assez sombre et assez poussé au début, assez soutenu, s'éclaircit légèrement et devient plus sec, plus jaune, peut-être un peu plus pastel par certains côtés, plus brumeux aussi. Nous étions alors à la fin du mois de septembre et c'était déjà les premières glaces qui apparaissaient au petit matin. Et dans ces espaces, d'ailleurs, qui s'y prêtaient très bien, je n'ai pas bien sûr manqué de procéder occasionnellement à mes petites cérémonies de dispersion de cendres. Voilà, c'est la fin de l'été, le début de l'automne, je sais pas bien. L'eau commence tout juste à geler. Et c'est au bout d'un de ces innombrables lacs de Finlande que je prononce mon au revoir à Isabelle aujourd'hui. C'est pas le lac auprès duquel j'ai passé la nuit. C'en est un autre, ils sont tous pareils, tous différents. C'est là que je vais dire au revoir à Isabelle pour aujourd'hui. Et donc je suis monté vers le Grand Nord sans véritablement avoir pour objectif d'aller au Cap Nord. En fait, j'avais des réserves par rapport au fait d'aller au Cap Nord même. Donc j'ai trouvé une méthode qui a consisté à aller à la fois à l'est d'abord, puis à l'ouest du Cap Nord, sans vraiment aller au Cap Nord lui-même. Et c'est un itinéraire qui m'a parfaitement satisfait. Alors la première chose que j'ai faite donc, c'est d'attaquer par l'est, puisque je remontais non loin de la frontière russe. Donc j'avais pris la route de Finlande qui remontait, qui traversait. Il y a 2, 3, 4 routes principales qui traversent la Finlande du nord au sud ou du sud au nord. Et j'ai été sur celle qui était la plus à l'est. Donc ça m'a amené vers la ville de Kirkenes, qui se trouve en gros à
à la pointe nord de ce qui constituait autrefois le rideau de fer, qui séparait l'Europe occidentale de l'Europe de l'Est et du bloc solidaire du pacte de Varsovie, et donc de l'ancienne Union soviétique. Et cette ville de Kirkenes, c'est une ville qui est intéressante parce que d'abord, comme elle est au bord de la mer, on retrouve des paysages qui sont différents de ceux que j'avais vus, qui étaient principalement des paysages jusqu'à présent de forêt et de lacs. Et là, on est dans une logique de fjord, et de fjord arctique, donc de côtes rocheuses très découpées. Et il se trouve que cette ville, qui est une assez grande ville quand même, est extraordinairement au nord, parce qu'on est enfoncé de plusieurs centaines de kilomètres à l'intérieur du cercle polaire arctique. Donc c'est une ville qui vit avec une variation de durée du jour dans l'année qui est la plus extrême qu'on puisse imaginer. La nuit polaire, par exemple, qui est particulièrement longue. Cette ville se caractérise aussi par le fait que, du moins de mon point de vue, on peut y aller pêcher le crabe royal. Donc je me suis payé une petite sortie pour aller pêcher le crabe royal. Je trouvais que c'était plutôt une occasion sympathique de fréquenter, pas tant les pêcheurs en fait, parce que les pêcheurs guides qui sont là en fait sont surtout guides touristiques. Donc on ne peut pas non plus faire croire qu'on est en plein dans la vie des pêcheurs. Mais enfin, on approche au moins les zones où ces crabes sont pêchés. Et puis ce sont des animaux magnifiques, ces crabes. Okay, so when we are fishing, oh, it's a heavy one. The first thing that we need to do is the selection. But these ones are really big, and it's like with the old cow that you don't want to. Et puis il y a aussi des constructions un peu faites pour le tourisme de masse, il faut quand même le dire, qui sont ces palais de glace. Alors j'ai visité un palais de glace. Et c'est objectivement très beau, et on retrouve d'ailleurs le même rapport au kitsch que celui que j'ai évoqué plus tôt dans la vidéo au sujet du temple de toutes les religions, parce que c'est la même logique. Ce sont des constructions qui sont faites pour plaire aux familles et donc pour plaire aux enfants, mais il y a quelque chose qui plaît universellement sans concept, pour reprendre la définition que Kant donnait de la beauté. Donc c'est très beau la glace sculptée, et même si ça a un côté cliché, si ça a un côté factice, ça reste, je crois, objectivement agréable à l'œil. Mais l'essentiel n'était pas là, l'essentiel c'était plutôt d'aller ensuite plus haut encore, vers le nord, sans aller vers le Cap Nord. Alors là, il y avait la possibilité de monter vers des caps, une succession de caps ou de presqu'îles dont j'ai un peu oublié le nom, mais que je peux représenter sur une carte. Et l'une des premières étapes m'a amené en soirée vers un endroit un peu étrange qui s'appelle Grenze Jakobselv, qui est vraiment à l'extrémité de l'ancien rideau de fer, puisque on est sur une sorte de petit bout de fjord. En fait, il y a un estuaire là, et en face on voit la Russie avec des panneaux d'ailleurs où il est indiqué qu'on ne doit pas trop regarder avec insistance aux jumelles vers la Russie, ce qui paraît absurde compte tenu de la situation, puisque évidemment il n'y a pratiquement que des côtes rocheuses et des landes, même si on voit peut-être une construction vaguement militaire dans le lointain. C'est un très bel endroit, très isolé, où j'ai eu aussi l'occasion de disperser quelques cendres. J'ai atteint hier soir un des points importants du voyage,
puisque c'est un endroit où je fais demi-tour à la limite de la Russie et de la Norvège, face à l'océan glacial arctique, la mer de Barents. Et évidemment, l'océan glacial arctique me rappelle Tuktoyaktuk, que nous avions atteint avec Isabelle il y a un peu plus d'1 an. Un très grand moment de notre voyage ensemble. Donc c'est la deuxième fois que je fais face à l'océan arctique. C'est une bonne occasion de disperser quelques cendres. Adieu Isabelle. Et il se trouve qu'à cet endroit, il y avait une magnifique petite chapelle qui portait le curieux nom de chapelle du roi Oscar. Donc c'est là que j'ai passé la nuit, en dehors les deux Oscars réunis, l'un en dessous de l'autre. Il se trouve que ces zones sont parfois réputées pour l'observation des oiseaux, mais que, en gros, j'étais arrivé là trop tard pour l'observation des oiseaux. Ma fenêtre de tir était étroite puisque j'arrivais à un moment où à la fois le froid, mais la nuit, enfin on n'est pas encore loin de la nuit polaire à proprement parler, mais en tout cas la durée du jour était beaucoup plus courte, et donc quand on est en van, ça commence à devenir un peu difficile la vie quand il fait froid à l'extérieur, mais surtout qu'on n'a plus que 11 heures, puis 10, puis 9, puis 8, et les choses vont très vite là-haut. 8 heures de jour à chaque jour qui passe, 8 heures de lumière à chaque jour qui passe. C'est très peu, puisque ça laisse finalement 16 heures dans l'obscurité, ce qui est long. Ok, 8 heures pour dormir, d'accord, hein, mais ça veut dire 8 heures d'obscurité en plus, et dans un van, il n'y a pas forcément beaucoup d'activité. Surtout dans ma situation, donc je voulais pas m'éterniser trop longtemps là-haut, et donc ma fenêtre de tir était étroite entre le moment où j'y suis arrivé et le moment où je devais déjà redescendre vers le sud pour pas me trouver coincé dans ces nuits trop longues et dans les risques de blocage par la neige. Donc ça m'a amené à fréquenter ces endroits à un moment où la saison était intermédiaire. On était en octobre. Novembre s'approchait, et c'est une saison que j'ai trouvée très intéressante là-bas, très brute, très nature. Ça n'a pas la beauté, ça n'a pas la majesté de la saison d'hiver, ça n'a pas non plus l'intérêt écologique et photographique naturaliste de l'été, où il y a beaucoup plus d'oiseaux migrateurs notamment, mais on a les avantages d'une très grande solitude. C'est très romantique en réalité quand on y songe. On est seul sur une sorte de lande désertée. Évidemment il y a du vent, il y a un air qui est vif, et on a ce sentiment exceptionnel de solitude et de
de force des éléments. En même temps, il ne faut pas croire que la zone soit entièrement vide, dans le sens où on voit des habitations qui sont souvent des résidences secondaires qui sont là maintenant fermées à cette saison. Mais on voit aussi même des petites agglomérations, si on veut, car la côte est si belle que elle est tout de même fréquentée précisément pour cette raison de sa beauté. Et il se trouve que le temps lui-même change beaucoup, parce que j'ai eu souvent de la lumière, et une lumière un peu crépusculaire, qui permettait de très jolis plans en fait sur Oscar circulant seul sur la route. Et tout ça s'est produit, cette boucle que j'ai réalisée, enfin qui était plutôt un aller-retour, s'est produit au sein du parc national du Varanger, qui est la grosse presqu'île qui se trouve à l'extrémité est de la Norvège. Et le but était d'atteindre la petite ville de Vardø, parce qu'au large de cette ville, il y a 2 îles qu'on peut visiter spécialement pour photographier les oiseaux. Et quand j'ai compris que c'était trop tard dans la saison, alors j'ai poursuivi jusqu'au lieu dit Hamninberg, qui est au bout de cette route, en passant par le Sandfjord, qui, comme son nom l'indique, est un fjord qui se termine par une grande plage de sable fin, et où qu'on donne du regard, en fait, c'est magnifique. C'est très changeant, avec la lumière et à la fois les formations rocheuses qui se modifient, qui sont différentes dès qu'on passe un nouveau cap ou une nouvelle péninsule. Et on sait littéralement pas où donner de l'œil, tellement c'est beau partout. On pourrait presque filmer au hasard. D'ailleurs, j'ai réalisé ça en fait plutôt en regardant les films a posteriori, parce que finalement je m'étais habitué à la beauté, et j'étais dans un tel état d'esprit avec le souvenir d'Isabelle et cette beauté face à laquelle j'avais le sentiment d'être entièrement seul, que ça a donné un sentiment un peu d'irréalité.
À ce stade, on aurait presque pu penser que mon voyage aurait pu se terminer. Parce qu'il avait atteint d'un certain point de vue son objectif. Il avait atteint les rives du Grand Nord. Il m'avait amené dans un endroit où le recueillement se faisait en quelque sorte naturel. Les pensées un peu hypnotiques. Mais j'ai choisi d'aller chercher un point un peu plus au nord encore. Et c'est le point qui va être le plus au nord de mon parcours, de notre parcours à Oscar et moi, à la fois sur cette boucle particulière, mais aussi sur l'ensemble de tous nos voyages autour du monde. Ce point, c'est le phare de Sletness et il s'atteint en parcourant une presqu'île qui est un peu moins importante que celle du Varanger et qui est un tout petit peu moins au nord que celle du Cap Nord, qui est sa voisine en quelque sorte, sa voisine un peu délaissée. Et en gros, c'était pour rester dans le même état d'esprit, mais aller jusqu'au bout de la logique que j'ai choisi cette route. Et c'est une route qui est très longue. Alors déjà elle est très longue par nature, mais en particulier avec Oscar, parce qu'il faut quand même bien réaliser qu'Oscar est très lent sur ce genre de route en particulier. Donc autant j'étais peut-être 10 heures dans la journée assis au volant d'Oscar, autant je parcourais des distances qui étaient finalement assez modestes. C'est grâce à cette petite bande de terre qu'on voit là qu'a l'air anodine comme ça. Avec la petite cabane au milieu là. C'est grâce à cette petite bande de terre que la partie montagneuse à gauche est reliée au continent. Et donc on peut légitimement considérer que l'endroit où je me rends, c'est l'endroit le plus au nord de l'Europe continentale, à l'exception des îles. Voilà, je suis en train de passer sur c'est pas vraiment un pont, hein. On voit bien qu'il y a une continuité en termes de terrain. Voilà. Et c'est donc ça qui me permet de me diriger maintenant vers le point le plus au nord de l'Europe continentale à proprement parler. Et je dirais que ça faisait partie du voyage, en fait, du concept du voyage. C'était comme un immense panorama qui se déroulait finalement assez lentement devant mes yeux et dans lequel j'ai pas vraiment cherché, dans lequel je me suis de fait immergé progressivement. Il va de soi encore une fois que c'est en lien avec la situation d'ensemble, avec la disparition d'Isabelle. Il faut bien conserver ça à l'esprit, c'est juste évident en fait. Est-ce que ça a besoin d'être explicité? J'en sais rien. Pour moi c'était vraiment un ensemble. Et j'avais cette question du deuil bien sûr, qui m'accompagnait. J'ai une approche du deuil qui n'est pas vraiment théorique. Je me suis assez peu renseigné sur le sujet. J'ai écouté quelques podcasts auxquels j'ai pas vraiment accroché. Je m'en remets à une approche plus personnelle, non pas par condescendance, mais parce que c'est la seule façon qui me semble bonne. C'est là encore du domaine de l'intuition, quoi. Et moi ce que je crois, c'est que le deuil, tel que je le vis en tout cas, il est plutôt
je le perçois plutôt sous forme d'oscillation. C'est-à-dire que j'ai pas tellement le sentiment qu'il y ait des stades, enfin, même avec le recul là, de bientôt 1 an, au moment où j'enregistre, j'ai pas le sentiment d'avoir beaucoup progressé en fait dans le deuil. J'ai pas le sentiment de stades qui se succéderaient les uns les autres en quelque sorte sans retour en arrière. Pour l'instant, pour moi, c'est pas vraiment ça. Pour l'instant, on va dire que j'ai juste des moments de grande intensité dans le sentiment de la perte et des moments où ce sentiment est moins présent. Je cherche pas vraiment dans le détail. Je cherche pas vraiment à lutter contre le sentiment de perte quand il se présente. Je cherche juste à l'accepter, voire non pas à l'intensifier davantage, faut pas exagérer, mais je pense qu'il fait partie du processus. Alors même le fait de dire processus, finalement ça sous-entend qu'il y a un chemin d'un point A vers un point B. C'est un peu faux de raisonner comme ça. Pour moi, je vois des oscillations. Donc je dis des oscillations qui peut-être, c'est vrai, ont tendance à s'espacer un petit peu. Mais au niveau du sentiment d'intensité de la perte, je dirais qu'il est à peu près aussi intense qu'au début, mis à part la phase de sidération, on va dire, qui est celle qui a suivi immédiatement celle de l'accident. Moi, j'ai le sentiment de revenir périodiquement au même lieu de peine, en quelque sorte, au même lieu de manque. Mais il est peut-être vrai que j'y reviens un peu moins fréquemment. Ça, c'est à peu près la seule chose qui me paraît en mesure de décrire un peu mon état d'esprit dans la durée. Je suis seul, on voit le phare qui marque ce bout du monde, là, au bout de mon doigt, et puis la côte. Et puis face à nous, très loin, il n'y a plus que le Svalbard, et puis la banquise et le pôle Nord. Adieu mon Isabelle. Adieu mon Isabelle. J'espère que tu es bien là où tu es. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and I sleep all day since you took your love away.
Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, oh, nothing can take away these blues. Oh, nothing compares, nothing compares to you. It's been so lonely without you here, like a bird without a song. And nothing can stop these lonely tears from falling. So tell me, baby, where did I go wrong? I could put my arms around every girl I see, but they'd only remind me of you. I went to the doctors and guess what he told me? He said, boy, you better go and have fun, no matter what you do, 'cause she's a fool. Oh, nothing compares, nothing compares to you. And all the flowers that you planted, mama, in the backyard, they all died when you went away. I know that living with your baby gets sometimes hard, but I'm willing to give you another try, 'cause nothing compares, nothing compares to you. Oh, nothing compares, nothing compares to you. Oh, nothing compares, nothing compares to you. Alors, il y aurait eu une logique à ce que le voyage s'arrête là. En fait, si, comme par magie, on pouvait décider d'interrompre une trajectoire à un moment pertinent, là c'était un bon moment. Quand j'étais tout à fait au point nord de mon parcours. Parce que c'est pas par hasard que j'ai décidé de revenir en faisant une boucle comme ça, de pas revenir directement du Kyrgyzstan vers la France et faire ce détour. C'est assez évident que ça s'apparentait à une opération de deuil en fait, comme une procession solitaire. Je ne sais pas à quoi on pourrait comparer ça, mais ça fait partie de... Il y a une dimension cérémonielle quoi, qui est assez évidente. Mais il fallait, pour des raisons logistiques évidentes, en fait, j'étais encore avec Oscar loin de ma maison, il fallait que j'entame un retour dans le retour, en quelque sorte. Et pour moi, le sens était un peu perdu. C'était donc un retour un peu, non pas déprimé au sens psychologique, mais déprimé au sens de la signification. C'était une simple fin qui tirait un peu en longueur, nécessairement, mais sans que je puisse lui prêter un sens quelconque. Et si ce n'est une sorte de retour à la réalité progressive, quoi, en somme. Et ça tombait bien, parce que les Lofoten, c'est à la fois très, très beau, très spectaculaire, mais c'est aussi quand même très fréquenté, je le savais.
Et donc ça ne pouvait plus exactement être la même nature de voyage qui m'attendait. Alors en fait, avant même d'arriver au Lofoten, qui était donc l'archipel qui se dressait sur le retour, j'étais obligé de faire un choix de trajectoire, et ce choix aurait pu m'amener au Cap Nord. Mon Dieu, j'ai jamais regretté de ne pas être allé au Cap Nord, ça n'aurait eu aucun sens en fait dans mon état d'esprit. Heureusement que j'ai évité ce parking géant, même s'il devait plus être tellement fréquenté en cette saison. Heureusement que je suis rentré par l'intérieur en quelque sorte, parce que j'avais décidé de revoir des rennes si c'était possible. Je voulais bien sûr être le plus seul possible. Et j'ai pas vu tant de rennes en réalité par la route de l'intérieur. Et ensuite, de toute manière, j'ai dû rebifurquer vers la côte, tout simplement parce que j'avais une commission à faire. Une amie m'avait chargé d'apporter un petit paquet à un de ses vieux amis norvégiens qui habitait sur une île au large d'un fjord, et donc je me suis acquitté de cette mission, ce qui m'a donné l'occasion d'aller naviguer un peu sur un fjord, ce fameux fjord qui est relativement connu dans le monde du voyage, parce que c'est là que viennent s'alimenter les orques en très grande quantité. Mais j'étais juste un petit peu avant la saison des orques, donc j'ai pas eu l'occasion de les voir. Ça m'a remis progressivement dans une logique de fjord, en tout cas de fjord spectaculaire, et le paysage de ces premiers fjords que j'ai revus, après être descendu du Cap Nord, après être descendu du Grand Nord, où je ne sais pas si dans le Grand Nord on peut vraiment parler de fjord, parce que c'est plutôt des bras de mer, hein, mais le fjord au sens classique, avec vraiment des flancs très échancrés qui montent sur plusieurs centaines de mètres de mer, on trouve un peu plus ça quand même sur la côte occidentale de la Norvège. Alors j'ai retrouvé ces paysages-là, et que j'allais d'ailleurs voir ensuite dans les circonstances particulières de l'archipel des Lofoten. Et il n'y a pas... il ne s'agit pas du tout de contester que ce soit un paysage spectaculaire en soi, où on retrouve des lumières très intéressantes, notamment parce que, comme le soleil baisse sur l'horizon, très souvent il se heurte aux parois des fjords, et à différentes heures de la journée. Et donc on a des lumières rasantes, des raies de soleil qui parfois affleurent. Hein. Donc en soi c'est intéressant. Par ailleurs, le fait de naviguer sur les fjords, c'était aussi une expérience intéressante. Mais je dirais que la dimension spirituelle du voyage s'effaçait petit à petit. Et puis, malgré la longueur de la route, et malgré l'obligation que nous avons en tant que voyageurs en van de contourner tous les fjords, de prendre quelques ponts parfois, ou des petits passages en ferry, et j'ai fini par arriver aux îles Lofoten, et cette arrivée, elle a eu ceci de particulier qu'elle s'est faite à un moment où je pouvais guère éviter une dépression. De toute manière, il fallait que je descende, sauf à risquer assez sérieusement d'être bloqué par la neige. Donc il fallait que je descende vers le sud. Je rappelle que les îles Lofoten sont au nord du cercle polaire arctique, donc c'est quand même très au nord. Et même si c'est localement un climat qui est tempéré par la présence de la mer, malgré tout, le risque de neige existait après, en réalité, pour la suite de la traversée de la Norvège ou le retour vers la Suède. Et donc je ne pouvais pas me mettre trop en retard, donc j'étais obligé de gérer les, 10 à 15 jours qui m'étaient nécessaires pour descendre la zone risquée de la neige. Et aussi loin que je puisse regarder les prévisions météo, il n'y avait que une succession de dépressions qui faisait que j'étais obligé d'affronter un temps très variable au Lofoten. Donc j'ai fini par accepter la situation, j'avais pas tellement le choix. Et je suis allé au Lofoten par un temps qui était variable, tendance mauvais. Donc j'ai vu les Lofoten principalement sous les nuages et sous la pluie. Alors
c'était un mal pour un bien parce que je trouve que, en l'espèce, les Lofoten méritent d'être vus dans ces conditions, surtout peut-être à cette saison. Et puis ça donne forcément donc des paysages très tourmentés, mais très romantiques aussi dans l'esprit, parce que justement le côté un peu tempétueux, si je puis dire, évoque la notion de puissance, d'intensité dramatique, de révolte à la fois, de beauté. Donc c'était quand même de magnifiques tableaux qui se sont offerts à moi lors de ce passage dans les îles Lofoten. Alors les îles Lofoten, c'est quoi? C'est d'abord un archipel qu'on voit très nettement au large de la Norvège, c'est la plus grosse excroissance à partir de la côte. Et puis c'est aussi un archipel qu'on peut parcourir dans le sens de la longueur, tout en revenant ensuite vers le continent en prenant un bateau. Donc ça évite de faire un aller-retour. Donc c'est le plan que j'ai suivi. Et comme on peut l'imaginer, la route est tout sauf rectiligne. Elle sinue énormément. Et une des conséquences aussi, c'est que puisque ce sont des petites îles qui sont séparées par des bras de mer, il y a beaucoup de ponts partout. Donc lorsqu'on circule dans les îles Lofoten, on passe son temps d'une part à tourner et d'autre part à donc avoir de nouveaux paysages se découvrir et ensuite à franchir des ponts. Ça c'est la base de la visite des îles. Alors les routes sont étroites et d'ailleurs j'étais finalement très heureux d'être dans cet archipel en dehors de la saison de pointe, parce que je me suis même dit que ça devait être presque impossible de progresser entre les différentes îles, vu que bien souvent les voies sont à sens unique, puisque du fait de l'étroitesse de la chaussée, notamment sur le passage des ponts, eh bien c'est une circulation alternée qui est mise en place. Donc j'ose à peine imaginer à la fois comment les congestions routières peuvent être difficiles à vivre pour les touristes, mais surtout pour les habitants eux-mêmes. D'ailleurs, on voit bien que l'archipel est à la limite de la saturation parce qu'il y a beaucoup de petites voies privées, de portails devant lesquels il y a des signes qui indiquent de ne pas stationner, de ne pas se garer, de ne pas mettre de camping-car, etc. On sent on atteint un point limite par rapport à la capacité structurelle de l'île à supporter le trafic routier que lui vaut sa réputation. Alors par contre, être en basse saison et en période d'assez mauvais temps avait ce bénéfice que, sans être seul, bien sûr, il était au moins facile de circuler dans l'archipel. Et ce qu'on voit, c'est ce qu'on attend logiquement. En somme toute, ce sont des fjords qui prennent des couleurs plus ou moins grises ou turquoises selon les éclairages, des sommets qui sont souvent dans les nuages et régulièrement des percées de soleil qui arrivent à se créer tout de même, parce que le temps, même s'il était globalement bouché, était aussi très variable, ce qui est une caractéristique que je crois caractéristique assez fréquente dans l'archipel, parce que les vents et le relief font que le temps change un petit peu tout le temps. On a souvent plusieurs situations météorologiques différentes dans la même journée. Les pentes des montagnes qui bordent la route sont abruptes, souvent plus de 45%. Et il y a régulièrement des petites habitations qui sont très typiques, très bien tenues, en général d'assez petite taille. J'imagine que c'est pour qu'elles soient relativement faciles à chauffer.
et avec des peintures très soignées et souvent soutenues et coordonnées. Il y a beaucoup de jaune, il y a beaucoup de rouge bordeaux. Et c'est un mariage qui est extrêmement élégant entre la partie humaine, la partie construite et la base géographique. Les deux se répondent vraiment magnifiquement. Et puis la mer est présente, bien sûr, parfois quelques plages de sable fin, mais surtout ce qui domine, ce sont les rayons de lumière, surtout quand les nuages s'entr'ouvrent et laissent passer une lumière rasante qui permet d'avoir sur le paysage de montagne qui va donner cette impression de relief saisissant avec des distances qui apparaissent en fonction de la brume. Donc c'est très intéressant. Alors quand on arrive tout au bout de l'archipel, il y a une succession de lieux-dits ou de villages qui sont très connus. Le plus connu, c'est celui de Reina. Et de là, en fait, la plupart des visiteurs vont faire une excursion qui permet de gravir quelques centaines de mètres de dénivelé et d'avoir un magnifique point de vue, on va dire le point de vue emblématique sur l'archipel. Donc le jeu consiste un petit peu à essayer de synchroniser son parcours par rapport aux intempéries, par rapport à la pluie, pour essayer de se faufiler dans cette excursion sur une période de beau temps. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire ça, de me débrouiller suffisamment bien avec les prévisions météo pour être en mesure d'être au sommet à un moment où d'abord j'ai eu le panorama avec une sorte de gamme de couleurs assez neutre, assez grisé, mais on était dans du ton sur ton qui pouvait avoir sa cohérence graphique, et puis aussi avec une lumière de fin de journée qui s'est en quelque sorte, sans s'embraser véritablement, qui s'est au moins un peu allumée et qui a permis de donner un peu plus de chaleur et un peu plus de relief à l'ensemble. Donc j'ai été comblé par cette excursion. Et le lendemain, d'ailleurs, j'ai décidé de refaire à nouveau un peu de visite à pied, parce que sinon, la quasi-totalité du temps, je vois le paysage à partir d'Oscar. Là, quand on est en haut des montagnes, il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver que de gravir les sentiers à pied, puisque les routes de l'archipel ne sont que des routes côtières, donc elles ne montent jamais de plus de quelques mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais par contre, il est évidemment très intéressant de pouvoir prendre soi-même de la hauteur en randonnant pour avoir une meilleure appréciation de ce qu'est l'archipel dans toute sa dimension. Donc c'est ce qui m'est arrivé lors de la deuxième excursion, qui là aussi a gagné à se produire en dehors de la haute saison, parce que il y avait quand même quelques dizaines de randonneurs avec moi, donc ce qui était une bonne chose, parce que chacun avait quand même suffisamment d'espace pour s'éloigner un petit peu s'il en éprouvait le besoin, et pour photographier les paysages comme il le souhaitait. Mais on sentait bien que s'il y a eu plus de monde, on aurait vite éprouvé un sentiment de cohue. Mais là, l'image principale donc, qui reste de
L'archipel des Lofoten, pour moi, c'est cette image, ou cet ensemble d'images que j'ai pu filmer autour de Reine, et bien que ce soit totalement dépourvu d'originalité, parce que je pense qu'à peu près tous les touristes qui sont de passage dans l'archipel font à peu près ce genre de plan. Malgré tout, c'est très très harmonieux, il n'y a rien à dire. Et c'est ce souvenir-là qu'à titre personnel je garderai des îles Lofoten.